Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour un numéro de l'entretien du dimanche. Ce dimanche, nous allons parler politique. C'est vrai qu'il y a un moment que nous l'avons fait, mais nous le faisons aujourd'hui. Nous parlerons notamment de l'actualité. Vous suivez avec nous, eh bien, tous ces scandales dont on parle ces derniers jours. Est-ce que la lutte contre la corruption souffre sous le président Patrice Talon? Vous aurez quelques réponses. Nous parlerons également des candidatures suscitées à la prochaine élection présidentielle, alors que nous sommes encore à 3 ans des échéances. Ça fait l'actualité. La nouvelle orientation diplomatique du Bénin, bien ce parti politique n'en a pas parlé jusqu'à présent. L'occasion lui est enfin donnée de s'exprimer sur cette actualité brûlante. Nous parlerons évidemment de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Ce parti d'opposition dont nous recevons aujourd'hui le président d'honneur avait prédit un certain nombre de choses lors de sa dernière participation à cette émission. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà le contenu, le menu de ce numéro de l'entretien du dimanche que nous vous proposons, avec comme invité Sabi Sira Korogone, président d'honneur du Mouvement populaire de libération, un parti qu'on ne présente plus. Monsieur Korogone, bonjour. Bonjour, monsieur Balo. Vous allez très bien, j'espère. Grâce à Dieu, content de vous revoir. Merci de nous recevoir encore une fois chez vous pour cet entretien avec vous. Monsieur Korogone, la dernière fois que vous étiez l'invité de notre émission, vous aviez dit que si l'opposition ne participait pas de façon unie aux élections législatives, ça va être la catastrophe, ça va être périr, vaincre ou périr. Les élections ont eu lieu déjà. Quelles sont les leçons que vous avez tirées, vous, au niveau de votre parti politique? Malheureusement, je n'ai pas eu tort. Parce qu'aujourd'hui, entre la 8e législature et celle en cours, la 8e que nous avions en son temps qualifiée de monocolore, de parlement monocolore, entre cette 8e législature et celle en cours, c'est quoi la différence? Mais il y a quand même l'opposition qui a fait son entrée. Il y a eu 28 députés de démocrates. C'est une entrée fracassante de l'opposition à l'Assemblée nationale. La force dite de l'opposition, pourquoi, dont vous parlez, oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui arrive à bouger? Les populations ont voté pour eux. Oui, absolument. Pour un certain nombre de raisons. Ça, vous l'acceptez? Je vais les énumérer. Allez-y. Un, il faut absolument que nos compatriotes en difficulté, dans nos prisons, et ceux en exil, puissent retrouver le chemin de leur véritable liberté. Oui. Jusqu'à présent, aucun pas, aucun signe annonciateur. Il y a quand même eu des interpellations, il y a eu des conférences de presse. Visible. Oui, mais vous n'êtes peut-être pas pressé. Les conférences de presse, nous sommes pressés. Ben oui. Ben... Nous sommes pressés pourquoi? Oui. Quand vous connaissez les conditions de détention, et quand vous connaissez ce que nous appelons la prison ou l'exil, vous devez être pressé pour que ces compatriotes puissent sortir. C'est ça l'urgence. Deuxième raison, nous avions en son temps dénoncé un certain nombre de lois. Oui. Les lois dites scélérates. Ces lois sur le parrainage, la loi sur l'embauche, aucun signe annonciateur d'une quelconque correction n'est en vue. Donc, il n'y a pas de différence. Bon, je peux peut-être, pour ironiser, dire qu'il y a une petite différence. Oui, voilà. Il y a 28 individus qui ont vu leur statut social changer. Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère, Sabi Sira Korogone, parce que depuis l'avènement des démocrates à l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'on a commencé par faire quand même des questions orales au gouvernement. Ça ne se faisait pas. En parlant, je n'ai pas eu tort en son temps en parlant d'union. Parce que plus que jamais, il urge qu'on s'unisse. En face de cette machine, il faut qu'on s'unisse. On ne s'est pas unis pour le compte de ces élections législatives. On verra que nous sommes passés à côté de l'essentiel. Oui, de plus en plus, à l'Assemblée, il y a quand même des débats qui se font. De plus en plus, il y a des interpellations, des questions orales au gouvernement. Ça n'existait pas. Nos compatriotes ont des urgences. Oui, mais nos compatriotes ont des urgences. Vous n'allez pas demander le miracle aux 28 députés. C'est le miracle en tant qu'il avait été promis. Nos compatriotes attendent. De toutes les façons, moi, je ne suis pas optimiste quant à leur capacité à faire bouger les lignes. On n'avait pas d'autre choix que d'être unis. Le régime que nous avons n'est pas fort.
Leur principale force, c'est la division qu'ils observent en face. Et cette division, ils arrivent à l'entretenir. Ils l'entretiennent en faisant quoi? Je le dirai aujourd'hui. En faisant quoi, dites-nous? Et c'est le moment pour moi, d'ailleurs, de lancer un petit message aux militants de ce parti dit de l'opposition représenté à l'Assemblée. Aux militants. Je dis bien les militants. Bon, parce que je dirais même militants, parce que dans les... Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de militants? Aujourd'hui, quel parti va se taper la poitrine pour dire qu'il a des militants? C'est de façon conjoncturelle que nous avions créé des partis politiques pour régler un problème de façon ponctuelle. C'est le cas du MPL? Oui, vous n'avez pas de militants? Bon, donc votre parti a été créé de façon conjoncturelle? On n'a même pas créé ce parti, c'est un autre débat dans des conditions optimales. D'accord. C'est cela d'ailleurs, ça peut-être on y viendra. Ah oui, on refera ce débat. Oui, on fera le débat. Oui. Donc, je lance un message à leurs sympathisants ou à leurs électeurs d'être vigilants. Parce que quand je parle d'entretenir la division au sein de ces forces politiques qui se réclament de l'opposition, je ne ferai pas l'exercice que les autres ont fait contre nous. L'exercice qu'ils avaient fait en son temps, c'était que il y a une tomate pourrie, tout le panier est pourri. Non, moi je prendrai de la hauteur et ne pas cataloguer leur formation politique. Je leur demande tout simplement d'être vigilants. Parce que pour entretenir la division au sein de ces forces, le régime réussit toujours à trouver en votre sein quelques individus cupides qu'il manipule à l'intérieur de vos formations politiques. Ça existe dans toutes les formations politiques. Et c'est d'ailleurs pour moi le moment de leur dire qu'aucune formation politique, en l'état actuel des choses, ne saurait apporter la réponse à la situation que nous vivons. Aucune formation politique. Nous sommes bien obligés. Et c'est d'ailleurs, je constate fort heureusement que c'est mon rôle, d'annoncer que c'est une dynamique d'ensemble qui va pouvoir relever ce défi. Ça n'a rien à voir avec les formations politiques en l'état actuel. Vous rappelez encore à l'union, c'est ça? Je rappelle à l'union, mais l'union véritable, pas des leaders, mais l'union du peuple. Parce que c'est le peuple qui souffre. Les leaders qui sont... Il y a deux catégories de leaders. Au sein de cette formation politique, par exemple, qui est à l'Assemblée nationale. Il y a une catégorie, ils ne sont pas nombreux, eux, ils sont dans la compromission. Ah bon? Oui, carrément. Ils sont dans la compromission. Vous connaissez ces gens-là, déjà? Il y a une autre catégorie, à côté d'eux, qui ne sont pas véritablement dans la compromission, mais qui profitent de la compromission, mais qui savent et se taisent. Donc, en fait, c'est un palier à crabe. C'est un contrat de dupe. Ah bon? C'est un contrat de dupe. Donc, le peuple doit se réveiller. Prendre conscience de ce que c'est son destin qui est en jeu. Nous ne pouvons pas supporter 10 ans de souffrance, supporter 10 ans de difficultés, végéter pendant 10 ans dans la misère et la pauvreté, et accepter qu'on continue de nous tourner en bourrique, et accepter que nos compatriotes continuent de souffrir dans les mêmes conditions. Nous devons impérativement nous unir. Le peuple doit s'unir pour, tout au moins, aujourd'hui, pour les 3 années qui restent, réussir à contraindre nos dirigeants, à désormais, pour les 3 années qui restent, respecter le peuple, à désormais mettre au cœur de leur action l'intérêt général. D'accord. Mais Sami Sira Korogoné, vous professez l'union, vous professez la participation unie de l'opposition aux élections législatives, mais votre parti a quand même essayé d'aller seul. Comment est-ce que vous expliquez ça? Nous avions en son temps demandé à ce qu'on se mette ensemble. Nous avions, depuis 2020, décidé, après notre éviction de la Sénat, d'aller aux législatives. On a travaillé dans ce sens-là. On a demandé, on a tendu la main. Il y en a qui, de façon catégorique, ne voulaient même pas s'approcher de nous. À tort pour certains, mais à raison pour d'autres. Parce qu'avec un peu de recul, je constate que des gens se méfiaient de nous. Et avec du recul, je constate qu'ils avaient raison. Ils avaient raison de se méfier de nous parce que, en notre sein, il y avait cette catégorie de personnes qui étaient manipulées depuis l'extérieur du parti et dont les actions ne donnaient véritablement pas la possibilité aux populations, ne donnaient pas la possibilité à un certain nombre de personnes
de voir de façon claire ce qui s'y passait. Parlons-en justement, Sammy Sirako Rogodé, maintenant que vous abordez le sujet, que s'est-il réellement passé au sein de votre parti politique, Mouvement Populaire de Libération? J'avais décidé de ne plus en parler. On est obligé d'en parler. J'avais décidé de ne plus en parler parce que pour moi, ça devenait un peu comme une perte de temps. Vous savez pourquoi je le dis? Et ça devient comme une perte de temps parce que le peu d'énergie que nous avons, nous n'allons pas l'utiliser à chercher, à ressusciter une organisation qui est totalement en agonie et qui n'a plus du tout. Oui, mais vous devez expliquer ce qui s'est passé. De nos compatriotes. Vous devez expliquer. Vous avez l'obligation. Je l'ai expliqué longuement. Ou vous l'avez expliqué dans quel cadre? Il y a certaines émissions que j'ai déjà faites et j'ai pu expliquer, mais ça ne me dérangerait pas de revenir là-dessus. On était à la veille des élections quand certains de nos camarades à qui nous avions confiance sont allés récupérer de l'argent, sont allés prendre de l'argent au nom de la formation politique qu'ils ont géré comme si c'était leur propriété. Ils en ont fait ce qu'ils veulent. Vous n'étiez pas au courant, vous? Ni de près ni de loin. Comment ça? Président d'honneur du parti, comment vous n'êtes pas au courant? Ça pourrait éventuellement... Ça ne vous ressemble pas? Évidemment, ça vous étonne, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé par avoir l'information. Après les élections, je suis rentré ici, on a voté le dimanche, je suis rentré le lundi, un peu souffrant. Je suis resté un peu au repos. Le vendredi qui suit, j'appelle mon camarade Tébé, président du parti, et je demande à aller le voir. Je me suis déplacé moi-même pour aller vers lui. J'étais avec lui, je n'étais informé de rien. J'étais avec lui, j'étais allé vers lui pour lui demander tout simplement. Parce que lorsque je rentrais, il y avait déjà des plaintes de certains de nos candidats qui parlaient des mandataires. J'ai dit, bon, je m'approche de lui. Parce qu'en réalité, lorsqu'il m'avait parlé des mandataires, j'ai dit, mais nous n'avons pas les moyens pour ça. Enfin, pour moi, on n'avait pas les moyens. Mais il a insisté. Mais après, j'ai constaté qu'il a envoyé des mandats à tout le monde, à tous les candidats et dans tous les bureaux de vote. D'accord. J'ai dit, bon, d'accord, il doit savoir ce qu'il est en train de faire. Mais bon, comme les gens se plaignent déjà lundi, qu'ils n'ont pas reçu les sous pour les mandataires, je me rapprocherai de lui pour comprendre. Deuxièmement, lui demander par la même occasion de faire un rapport général de notre première participation à cette élection, afin que nous puissions nous retrouver avec les camarades pour en discuter. J'étais chez lui quand un des vice-présidents, avec qui j'étais dans la combine, m'appelle, demander à me voir. Je lui ai dit, bon, je suis chez M. Tébé, venez me voir ici. Je suis resté jusqu'à tard dans la nuit, il n'est pas venu. Je suis rentré chez moi, finalement, il me rappelle le lendemain, et je me déplace aussi pour aller vers lui. C'est là où j'ai commencé par prendre les déballages. Il y avait eu beaucoup d'argent, et je crois, quand on réfléchit un peu, c'est sûrement dans le partage qu'il y a eu problème, et nous, on a eu l'information. Mais bon, pour moi... Mais finalement, est-ce que vous savez qui a donné l'argent? Parce qu'on a parlé de 500 millions de francs CFA, c'est énorme. Je ne spéculerai pas. C'est combien? C'est 500 millions, vraiment? Ni sur le montant, parce qu'aucun d'entre eux n'a été capable de me dire le montant exact. Je ne spéculerai pas non plus sur celui qui a donné l'argent. Vous avez une idée quand même? Oh, je peux me faire ma petite idée, parce que nous sommes au Bénin, on sait qui est capable de sortir autant d'argent pour une formation politique. Donc, je ne vais pas spéculer en tout cas. Mais de toutes les façons, ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, j'ai appelé les amis. Toujours pour que cette affaire ne nous éclabousse et ne décrédibilise notre parti comme c'est le cas en ce moment. Pour qu'on échange, je leur ai demandé, parce que de part et d'autre, il y avait des plaintes, chacun n'a qu'à retirer ses plaintes et qu'on ramène la balle à terre. Et je leur ai demandé aussi de me permettre d'aller inhumer ma femelle et qu'à mon retour, on verra bien comment faire. Mais entre-temps, comme je vous l'ai dit, les déballages avaient commencé. L'étape que j'ai omis, c'est que lorsque je suis allé vers 11 h le lendemain voir mes amis, et quand ils m'ont exposé la situation, ils avaient déjà un plan pour faire des déclarations. Je leur ai demandé de me donner 72 heures afin que je puisse voir comment sortir moi aussi de mes émotions, parce que j'étais tellement déçu. Et après, chercher une solution pour que ça nous éclabousse.
quant à ma surprise, on parlait un samedi, mais à ma grande surprise, le lundi, les déballages ont commencé. Un des vice-présidents a fait une déclaration au siège du parti et d'autres candidats et militants du parti ont commencé par faire des déclarations dans leur commune d'origine. Et un autre est allé dans le jour et il a dit, ben, ok, ils n'ont pas écouté, mais l'affaire est venue sur la place publique. Mais c'est après ça que je les ai reçus tous, ensemble, pour leur dire, essayons quand même, parce que moi, l'essentiel pour moi, c'est de faire tout possible pour conserver l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le MPL qui est né au prix d'énormes sacrifices. Au prix d'énormes sacrifices, on ne saurait le laisser dans cet état. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire pour cette organisation. Donc, en fait, vous voulez nous dire que le MPL est mort totalement. Le MPL, pour moi, est entre parenthèses. C'est-à-dire entre parenthèses. Entre parenthèses, pourquoi? Entre parenthèses, parce que tenter de le ressusciter en ce moment me prendra beaucoup d'énergie, alors que je n'en ai pas beaucoup. Oui, mais le président Tebet se réclame toujours président du MPL. D'une coquille peut-être vide. Pourquoi? Oui, le MPL. Il parle au nom du MPL, oui, il fait des actions il parle au nom d'un logo et dans un bâtiment. Ah bon? Le parti ne se résume pas à un bâtiment. Un parti politique, c'est des hommes. Ce n'est pas du bétail. Donc le parti est mort, c'est ça? Bon, l'état dans lequel le parti n'est pas mort, mais il est dans un coma très profond. Nous allons le mettre entre parenthèses et penser à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel pour nous, c'est de faire dans un premier temps tout ce que nous pouvons faire pour amener le président Talon et son régime à respecter le peuple béninois dans ces dernières années qui restent. Vous allez le faire en dehors d'un parti politique? Je vous ai dit tantôt que nous allons bientôt, dans une dynamique transversale qui prendra en compte la génération à laquelle nous appartenons, parce que légitimement, on peut dire désormais qu'au sein de cette génération, nous avons toutes les valeurs pour prétendre en 2026 récupérer notre pays et le mettre sur les rails et l'envoyer vers son développement. Mais ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Vous ne pouvez pas, en dehors des partis, animer la vie politique. Aucun parti politique ne l'est en réalité. Nous allons vers la création d'une nouvelle dynamique qui nous permettra d'animer et de façon conjoncturelle, cette organisation nous permettra en 2026 de récupérer notre pays et, comme je l'ai dit aussi tantôt, et de le mettre sur les rails de son développement. Donnez-nous les informations, ça ira corroborer. Si ce n'est pas un parti politique, qu'est-ce que ça va être? Vous aurez le temps de constater, les concertations sont en cours. Nous sommes en train de discuter. Parce que pour nous, aujourd'hui, il n'y a plus de mouvanciers, il n'y a plus d'opposants. Ah bon? Oui, on va pêcher partout. Parce que nous avons un seul parti, et ce parti s'appelle le Bénin. Et sur quoi comptez-vous? Sur qui comptez-vous? On compte sur la maturité du peuple, qui est en train de comprendre petit à petit que c'est lui-même qui s'affranchira. Qu'aucun leader, en l'état actuel des choses, n'a la capacité de le sortir de sa situation actuelle. Aucun leader. Aucun leader politique ne peut se prétendre faire. Tous ceux qui tentent de le faire croire sont purement dans la tragicomédie, sont dans cette comédie. Et cette comédie, malheureusement, arrive à distraire encore une partie du peuple, mais qui, fort heureusement, commence petit à petit à se rendre compte de la supercherie et à comprendre que son destin se retrouve entre ses mains. Oui, mais lorsqu'on vous écoute, on a nettement le sentiment que vous ne croyez plus du tout en la classe politique, ni de la mouvance, ni de l'opposition. Comment est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a donné sa vie, bon, pas sa vie, mais qui a donné son temps à la politique, d'en arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a autant déçu? Vous savez, je suis comme un pionnier, j'annonce toujours. Je vais rentrer un peu pour rappeler. Les gens, peut-être, ne sont pas justes avec moi. Parce que quand ils se rendent à l'évidence que j'avais raison, il faut tout au moins qu'ils viennent reconnaître cela aux yeux de l'opinion. Et en 2018, lorsque nous on s'est levé pour dire non au régime, parce que nous avions déjà vu en son temps que le régime était en train d'aller dans des dérives, en 2018, personne ne nous comprenait. Nous avions été, avec certains camarades, à l'initiative de Niki, et en ce temps, personne ne parlait. Aucun leader politique, même parmi ceux qui pendant 10 ans. Cela vous a coûté la prison, il faut le dire en parenthèse. Bien évidemment. Mais en ce temps, personne ne croyait que ce que j'annonçais allait se passer. Ils se sont rendus compte que j'avais raison. Ils ne sont pas venus dire « Ah,
le jeune homme avait raison. Ils n'ont pas dit. Après, je sors de prison. Comme vous l'avez dit, je me retrouve à comment appelle-t-on, à aller rencontrer ces leaders. Je constate qu'il était impossible pour eux de s'entendre. D'un côté, le président Diavon ne pouvait plus parler avec le président Azanaï. Et de l'autre côté, aucun d'entre eux n'avait confiance au président Yahi. Donc, j'ai constaté qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Et j'appelle alors la jeunesse au sein de ces blocs politiques se réclamant de la résistance à venir pour qu'on puisse porter sur les fonds baptismaux une organisation, un mouvement à caractère purement insurrectionnel pour quand même continuer par mettre la pression sur le régime. En son temps, je n'avais pas été compris, certains leaders ont empêché que leur jeunesse nous rejoigne. C'est ainsi que le MPL, le mouvement MPL est né le 12 septembre. Après le 12 septembre, nous nous sommes retrouvés au Burkina Faso, on a tenté de nous arrêter, on a été libérés par la suite, nous sommes retrouvés dans un mini-exil au Togo. Il y a eu un dialogue politique. Ce dialogue politique, nous l'avons combattu, mais il a eu lieu quand même. Ce dialogue politique a permis à nos compatriotes qui étaient déjà en détention de sortir. À nous autres qui étions à l'extérieur du pays de rentrer. Quand on est rentré, mais ce dialogue politique en même temps a pondu la loi sur le parrainage. Donc pour moi, il n'était pas question que 2021 se passe en nous. En tout cas, quand je dis non, je parle des forces de l'opposition. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout de suite être réactif et se conformer. Se conformer à leur loi que nous dénonçons afin de pouvoir participer aux élections communales, qui était la seule bouée de sauvetage qui pouvait nous permettre d'avoir au moins 16 maires et donc par les parrains. 16 parrains. Présenter une candidature crédible en face du président Talon et faire la tenance au sommet de l'État. Nous avions en son temps parcouru domicile par domicile tous nos aînés, tous ces leaders qui étaient au sein des forces, au sein de la résistance. Nous avions été reçus par eux tous pour leur dire il est urgent, créons vite un parti politique. Parce que les forces Cori pour un Bénin émergent, en participant à ce dialogue politique et en acceptant la loi sur le parrainage à ce dialogue politique, ces forces Cori pour moi étaient disqualifiées pour être une formation politique qu'on pouvait suivre dans notre lutte. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Il y en a même qui ont dit, vous n'aurez pas le récépissé. Je suis allé jusqu'à le dire, vous voyez un peu, nos compatriotes qui sont à l'extérieur mettent la pression sur le régime à travers la communauté internationale. Ce régime, aujourd'hui, est perçu comme le régime qui a empêché l'opposition en 2019 d'aller aux législatives. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Il a le dos au mur, il ne pouvait plus assumer la responsabilité d'être un régime qui exclut. C'est une partie du peuple. Du coup, il y a eu une ouverture. Donc, on aura notre récépissé. De toute façon, si on est à jour, on aura notre récépissé. Et vous avez eu ça? Nous avions été en congrès en décembre 2019 et on a eu notre récépissé. Après l'obtention du récépissé, on est reparti. Il a dit, vous n'avez pas cru, on a eu ça. Venez. Mais nous avons une seule... Il y a une seule recommandation qu'on vous fait. Envoyez-nous vos jeunes. Les jeunes qui sont avec vous et qui ont tout le temps travaillé avec vous, envoyez-les afin qu'ensemble, on puisse faire une liste très jeune d'abord et on participera à cette élection-là. Ils n'ont pas voulu. Le seul à qui je rendrai toujours hommage, qui malgré tout est venu vers nous, c'était le président Koudé, qui est venu et ensemble on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais on s'est retrouvé seul. Le président d'honneur du Parti des démocrates, qui n'existait pas encore en ce temps, était président d'honneur des FCBE. Malgré tout, toutes les humiliations, parce qu'on apprenait tout, l'ancien ministre Yarou Théophile, l'ancien ministre secrétaire exécutif du Parti FCBE, Paul Humpé, toutes les humiliations que ces gens-là lui faisaient subir. Mais malgré ça, il était accroché à participer aux élections avec les FCBE, malgré que nous, on avait proposé une autre force à côté. Il avait ses raisons sûrement. Mais il a fallu que ce vendredi-là,
qu'on nous donne une lettre pour nous sortir de la Sénat, pour dire qu'on avait plus de dossiers que prévu. Oui. Que le samedi qui suit, sur sa page Facebook, on lise qu'il a démissionné du parti FCBU. Donc, bref, on n'a pas pu aller aux élections présidentielles. Ayant raté tout ça, toutes ces étapes, nous sommes ressortis. Et j'ai dit encore à mes compatriotes qu'une élection, ça se prépare. Et c'est un processus à plusieurs étapes. La liste électorale, c'est une des étapes cruciales du processus. On n'a aucun contrôle sur la liste électorale. Je parle des présidentielles de 2021. Bien sûr. Les institutions qui organisent et qui proclament le résultat, on n'avait pas de représentants dedans. Bon, le processus, après il y a le vote. Que vaut le vote si les deux étapes-là ne sont pas prises en compte? D'accord. Donc, on se retrouve et j'ai dit, moi je n'enverrai pas de façon hasardeuse des gens à aller poser des actes qui leur coûteront soit la vie ou qui les enverront en prison. Je ne m'associerai pas à cela. D'accord. Et je n'ai pas été compris par certains. On m'a étiqueté, on m'a traité tous les noms d'oiseaux, mais si c'est un choix à refaire, je le referai. D'accord. Je vous ai laissé dire tout ça pour que les téléspectateurs et les auditeurs se replongent davantage sur le processus qui nous conduit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors, ce qui est important, Samy Sira Korogone, c'est que vous parlez de 2026. On en parle de plus en plus dans le pays. Il y a des candidatures qui sont suscitées. Je ne sais pas si vous observez les mouvements dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette ambiance préélectorale alors que nous sommes à 3 ans des élections? Bon, moi je pense que c'est du leurre. Je pense plutôt que c'est du leurre. Pourquoi c'est du leurre? Les autres se préparent comme vous aussi? Quand je vois d'abord, dans un premier temps, la qualité de ces gens qui suscitent la candidature d'un de leurs au sein de la mouvance présidentielle, quand je vois la qualité de ce qu'ils font, je me rends à l'évidence que c'est du leurre. Qu'est-ce que vous appelez qualité? Est-ce que ce n'est pas des êtres humains? Il y a des voix plus autorisées au sein de la mouvance présidentielle pour, si c'est vraiment le chemin à suivre, pour en parler. Peut-être que c'est le début d'un processus. Deuxièmement. Peut-être que, non, M. Korogone, peut-être que c'est le début d'un processus. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Deuxièmement, il y a que nous avons encore 3 ans devant. Je peux tout reprocher au président Talon, mais c'est un homme de méthode. C'était vraiment à cette destination-là qu'il voulait y aller, et ce ne serait pas 3 ans avant. Donc c'est pour vous dire quoi? Oui, mais vous savez très bien que, comme le dirait l'autre, que vous connaissez très bien, si en face c'est maïs, si en face il n'y a personne, on peut se permettre à 3 ans de faire ce qui se fait là. Ce que je retiens tout simplement, c'est que la misère dans laquelle le peuple béninois végète depuis toujours et qui s'est accentuée à partir de 2016 fait que certains de nos compatriotes, peut-être, sont en train de développer le syndrome de Stockholm. Vous voulez dire que c'est pour des raisons alimentaires que bien évidemment qu'on fait cette déclaration-là? Je crois. Je leur demande de se réveiller. Parce qu'on ne peut pas être en train de vivre dans cette misère ambiante. Parce que c'est quoi le rôle de l'État? Il y en a qui peut-être ne le savent pas. L'État n'a pas vocation à créer les emplois. L'État n'a pas vocation à créer la richesse. L'État crée les conditions, autant juridiques, sociales que politiques, pour permettre à des gens qui sont des opérateurs économiques de venir investir dans notre pays, créer la richesse et par ricochet créer les emplois. Mais aujourd'hui, est-ce que le climat des affaires, est-ce que l'environnement économique est propice à tout cela? Moi, je ne crois pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple béninois se trouve dans cette situation-là. Et c'est ce que nous devons nous atteler à faire, à mener le président Talon et son régime à reconsidérer leur manière de fonctionner, à sortir de ce capitalisme sauvage et à réouvrir notre pays vers un nouvel horizon. Vous y croyez vraiment? On va essayer. On va essayer. C'est vrai que le chien ne peut pas s'asseoir. On va essayer. On va essayer parce que ce que nous lui souhaitons, le mal que nous lui souhaitons, c'est qu'il sorte en 2026 par la grande porte. On ne le souhaite pas. Vous voyez, ce cercle vicieux qui, depuis le début, a donné l'impression à un certain nombre de nos compatriotes qu'il y avait un esprit de vengeance derrière toutes les actions posées, on doit pouvoir l'arrêter. Parce que quand vous venez
que vous vengez et que vous faites rendre gorge pour les intérêts personnels, la roue, ça tourne. La roue tourne. En 2026, ça va être d'autres compatriotes, une autre équipe, et je souhaite qu'elle soit très jeune, que ce soit une équipe où notre génération sera majoritaire, qui viendrait prendre les rênes de ce pays et qui se départira de toute envie de vengeance. Oui, mais ça peut être la continuité, ça ira corroborer, parce que quand on observe un peu l'environnement, on constate bien que le régime s'organise pour continuer la gestion. Si les Béninois estiment que c'est cette continuité, bon, que pouvons-nous faire nous autres? On ne pourra rien faire. Mais je sais que les Béninois, dans leur grande majorité, ne se sentent pas bien aujourd'hui dans leur propre pays. Ça, c'est un discours qu'on connaît déjà. C'est une vous l'avez entendu parce que c'est une réalité. On a toujours dit ça. Non, c'est une réalité. N'a jamais changé. Et comme c'est une réalité, on est bien obligé d'en parler. Maintenant, si les Béninois sont tous atteints du syndrome de Stockholm, où ils tombent amoureux de leur bourreau, bon, alors, on va continuer, il n'y a pas de problème. Oui, mais vous voyez bien que les principaux partis de la mouvance s'organisent de plus en plus. Vous voyez des actions communes, UP-BR, on parle même d'une fusion probable de toute la majorité présidentielle autour des candidats en 2026. Ça veut dire que les gens ne dorment pas. Bon, c'est interne, c'est une organisation interne, mais ce que moi je peux retenir tout simplement de ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train d'adopter une position de survie. De survie parce qu'ils savent qu'en réalité, au sein de l'opinion, ils n'ont aucune légitimité. Ils savent. Donc ils sont bien obligés de continuer, pas manœuvrer, afin de garder, que cette minorité continue pas à garder la majorité sous son joug. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Alors lorsque vous parlez de 2026, vous parlez d'une certaine jeunesse au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez changer concrètement? Qu'est-ce qu'on ne changerait pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Tout est à changer. Tout est à changer. Nous sommes dans un pays très faible, où la majorité de nos compatriotes végètent depuis toujours dans la misère et la pauvreté, et on n'a jamais créé les conditions pour qu'ils en sortent. Nous sommes dans un pays, donc il y a urgence, nous sommes dans un pays pauvre. Et vous pensez changer ça? On ne peut pas être en train de diriger un pays pauvre et avoir des habitudes de riches. Quand vous avez des habitudes de riches, pendant que vous dirigez un pays pauvre, mais écoutez, il y a un contraste. Oui, vous êtes complètement opposés. Les Bénins ont besoin de quoi? L'autosuffisance alimentaire. Les Bénins ont besoin d'être épanouis. Épanouis dans leur secteur d'activité. Mes compatriotes qui produisent le soja ont besoin de produire le soja et de le vendre à qui ils veulent. Ceux qui font le coton ont besoin d'avoir le choix sur ceux-là qui vont leur vendre leurs intrants. On ne devrait pas leur imposer un seul vendeur. Ceux qui produisent le coton doivent avoir le choix entre ceux qui vont leur vendre leurs produits. Donc vous voulez changer ça? Tout ça, on a besoin de changer pour que chacun de nos compatriotes se retrouve à l'aise dans son pays et se retrouve épanoui dans le secteur d'activité qui est le sien. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Mais ces changements de façon radicale, on ne le fera pas comme ça. C'est étape par étape. Et progressivement, on sortira notre pays. Vous savez, on veut maîtriser la démographie, c'est un autre sujet. Oui, absolument. Mais je pense que c'est une erreur. Ah oui? On veut maîtriser la démographie parce que tout simplement, on a envie de camoufler la misère dans laquelle... Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Non, vous savez, oui. et nous sommes... On était 3 millions à un moment donné. Oui. On n'a pas pu sortir l'essentiel de nos compatriotes de la misère. On est devenu à 10 millions. Bientôt, on sera 15-20 millions. Plus le peuple... les populations augmentent. Et la misère sera visible. Oui, mais on ne veut pas le faire maintenant. Peut-être que dans 3 ans, si vos vœux sont... Réglons le problème si vos vœux, à la source. Vos vœux sont exaucés, peut-être que dans 3 ans, le président Talon ne sera plus là. Donc, ce n'est pas pour lui qu'il le fait. Bon, de toutes les façons, réglons le problème à la source, changeons nos comportements et mettons au cœur de notre action, autant que nous sommes, l'intérêt du peuple et nos propres intérêts. Vous voulez compter sur la jeunesse? C'est ça, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Mais de plus en plus, certains disent que les jeunes sont pires. Et vous voyez un peu l'environnement dans le pays, vous voyez un peu certaines pratiques de cette jeunesse sur laquelle vous comptez. Tout le monde n'est pas pourri. Quel type de jeunes? Tout le monde n'est pas pourri. Oui, mais... Monsieur Abalo, oui, regardez. Vous n'êtes pas pourri?
Bon, moi je connais pour moi. Voilà. Donc, oui, ça veut dire qu'il y en a toujours. Mais ceux qui ont été... on peut compter. Oui, mais il y en a qui ont été appelés à la gestion de la chose publique. Qu'ils soient mouvanciers ou opposants, il y en a ceux qui on peut compter. Donc, moi je profite de votre canal pour leur demander de se réveiller. Se réveiller et qu'on entame les réflexions qui nous permettront, à coup terme, de nous voir, de discuter, parce que nous avons le Bénin en commun. Faire en sorte que les dirigeants actuels, ceux qui nous ont dirigés hier, en viennent à la conclusion qu'ils ont déjà fait pour eux l'essentiel et qu'ils devraient pouvoir passer la main à cette nouvelle génération qui viendra aussi faire ses preuves. Il y en a qui disent que, pour ceux qui disent que le président Talon a tout fait bien, moi je leur conseille parce que nous ne sommes pas antidémocratiques, on respecte l'opinion des autres. Même si nous on pense le contraire. Ceux qui le disent, si éventuellement le président Yahi s'était accroché ou avait réussi à nous imposer celui qu'il a appelé en son temps son dauphin, est-ce qu'on aurait eu le président Talon pour faire ce qu'eux disent qu'il fait bien? On n'aurait pas eu. Donc, ils n'ont qu'à permettre à cette jeunesse, enfant de pauvres, de venir aussi jouer son rôle à la tête de notre pays et de sortir de l'ornière. D'accord. J'ai promis que nous allons aborder quelques sujets d'actualité. C'est le moment de le faire très rapidement avec vous, Sabissira Korogone. Il y a plus de jours dans ce pays où on ne parle de scandale, on ne parle de détournement, de prévarication, des chiffres astronomiques, la lutte contre la corruption sous le président Talon. Je dois dire qu'il en a fait son cheval de bataille. Est-ce que cette lutte, pour vous, a porté ses fruits? D'abord, avec ce que nous apprenons, il faut d'abord faire remarquer que celui qui en son temps nous avait dit qu'on était un désert de compétences et qu'il fallait aller chercher la compétence ailleurs, a eu tort. Il faut qu'on le reconnaisse ainsi d'abord. D'abord. Pourquoi vous voulez qu'on reconnaisse ça? Donnez-nous les éléments qui nous permettent de reconnaître ça. C'est pour, soi-disant, éviter ce genre de situation qu'on nous a amené des expatriés à la tête de la structure qui nous donne l'électricité aujourd'hui. C'est pas eux qui ont volé. Et on parle déjà, malgré leur gouvernance... Mais c'est pas eux qui ont volé. On parle de corruption dans le... Ce sont des Béninois qui ont volé. Attendez. Attendez. Qui auraient volé. Bon, attendez. Et qui dirige? Qui dirige? Moi, tout simplement, ce que je vais retenir sur la question, il faut... J'encourage le gouvernement. Mais s'il y a une chose à faire, il faut qu'ils, comme eux-mêmes le savent, il faut que la justice le sache, comme eux-mêmes le savent, il faut qu'ils soient cléments avec les opérateurs économiques. Clément? Oui. Clément avec les opérateurs économiques, pourquoi? Des fois, au sein de cette structure, il y a des hommes d'affaires à qui on force la main. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui le savent. On vous force la main, on vous amène à faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques. Et aujourd'hui, quand ça sort, on vous perçoit comme le principal responsable. Il faut qu'on soit clément vis-à-vis des hommes d'affaires. Et qu'on soit très dur vis-à-vis de ces communes de l'État. Quand vous êtes commune... Eux aussi, peut-être qu'on les oblige à quand faire vous êtes commune de l'État, vous avez accepté votre condition de commune. La clémence doit être partout. Non. Eux, ils ont une responsabilité. Ils ont été recrutés. C'est un privilège. Ils ont décidé, ils connaissent leur plan de carrière. Ils connaissent le plan de carrière. Ils ont un salaire, ils sont chapeautés par un salaire, qu'ils s'en contentent. S'ils ont des revendications à faire au sein de leur structure, qu'ils fassent des revendications, qu'on améliore leurs conditions de vie. Mais qu'un fonctionnaire veuille être plus riche que l'homme d'affaires, moi je trouve cela inconcevable. Et c'est pour cela que j'encourage le régime à frapper fort. Mais à frapper fort en évitant de commettre des erreurs. Il y a eu des erreurs? Il y a eu, j'ai vu le cas d'un procès dans le cas de la NAT, des gens qui ont été purement et simplement relaxés après avoir passé 2 ans de prison. Loin de leur famille. C'est très difficile quand vous connaissez ce que c'est que la prison. C'est très difficile. Donc, il faut qu'on évite les erreurs. Si on n'est pas trop sûr de l'implication de l'individu, on peut le poursuivre sans mandat. On peut le poursuivre sans mandat. Mais le plan de déposer, vous n'avez pas idée de comment ça désorganise notre société. Et aujourd'hui, la prison est devenue tellement banale, tout le monde y va, alors qu'en réalité, la prison
devrait entendre seulement le nom prison, Oui. Devait déjà même plus faire peur que la prison elle-même. Mais aujourd'hui, elle est devenue banale, tout le monde y va, et puis c'est devenu banal. Donc, bref, sur le point de la lutte contre la corruption, qu'il fouille encore. Il y en a encore. Ah oui? Qu'il fouille encore. Oui, si on vient vers vous, vous allez donner des orientations. Qu'ils évitent oui. de faire cette lutte de façon sélective, mais qu'ils fouillent. Vous avez le sentiment que c'est sélectif? J'ai le sentiment que c'est pas encore profond. Ils doivent aller où? Donner des pistes? Non, 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 ils savent. Ils savent. Ah bon? Ils ont un instrument qu'on appelle la BAI, je crois. Oui, le Bureau d'analyse et d'investissement et d'investigation. C'est leur rôle d'investiguer, qu'ils aillent en profondeur, qu'ils aillent de façon spontanée dans certaines structures, et ils constateront qu'il y en a qui, malgré ce qu'ils prônent, s'enrichissent tous les jours. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Qu'ils aillent, c'est leur travail à eux. Nous n'avons, vous savez, depuis 2016, c'est de façon opaque. Vous savez que la loi punit la non-dénonciation. C'est de façon opaque. Nous n'avons aucune preuve, nous n'avons aucun moyen de preuve. Donc, mais qu'ils aillent. Mais si vous n'avez pas de preuve, pourquoi vous avancez? Les opérateurs économiques, qu'ils sachent raison garder avec eux, c'est des victimes aussi, et il faut les protéger. D'accord. Alors, Sabé-Sira Korogoné, vous n'avez pas été dans les détails en profondeur de cette question de lutte contre la corruption. J'espère que vous irez dans les détails sur un autre sujet de l'actualité nationale. C'est aussi la nouvelle orientation diplomatique du Bénin. C'est vrai qu'on ne vous a pas entendu souvent. Nous sommes bien obligés de revenir sur ce sujet-là. Vous avez vu le départ du ministre des Affaires étrangères, la nomination de nouveaux ministres et clairement la vision économique de la diplomatie béninoise. Cela vous donne-t-il de l'espoir pour le lendemain meilleur de notre pays? Vous savez, la façon dont le ministre Agbenonsi, c'est son nom, oui, Agbenonsi, oui, est parti, montre clairement que sur le plan diplomatique, comme sur d'autres plans, que le régime a échoué. De quelle façon il devrait partir? Ce n'est pas son héritage. Après 7 ans. Ce n'est pas son héritage, mais après 7 ans, qu'il parte dans ces conditions. Après avoir supprimé certaines représentations diplomatiques, après tout ce vacarme, qu'il parte sans aucun bilan. Moi, je pense que le régime... Comment vous pouvez dire sans aucun bilan? Il a dit clairement dans son discours qu'il a fait un bilan. Aujourd'hui que le président Talon a su qu'il faut que son option, c'est faire une diplomatie économique. C'est après 7 ans qu'il a su. Aujourd'hui, moi, je souhaite au nouveau ministre des Affaires étrangères, je lui souhaite bonne chance. Pourvu qu'à la fin, qu'on ne dise pas aussi que ça a échoué. On voit déjà quelques signes d'ouverture, surtout avec le Nigeria. Vous avez vu récemment... Je ne vois encore rien. Je ne vois encore rien. Est-ce que vous ne peignez pas tout en noir? Deux chefs d'État, en marge d'un sommet, se rencontrent et se parlent. Moi, je pense que c'est la chose la plus banale. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas être à côté du Nigeria et souffrir certaines choses. J'ai entendu dire que ce qui est supprimé, ce qui est interdit au Nigeria, le sera au Bénin. Et j'ai aussi lu un de mes amis qui a dit aussi, ce qui est autorisé au Nigeria n'a qu'à être aussi autorisé au Bénin. C'est-à-dire, en fait, de quoi? Allez-y directement, dites-nous les choses. Non, je viens. Non, en fait, c'est rien de particulier. Vas-y. Vous faites l'option d'interdire tout ce qui est interdit chez votre voisin. C'est votre choix. Mais la conséquence directe, c'est que ce que le voisin autorise, il faut que vous autorisez ça aussi chez vous. Au Nigeria, c'est la libre concurrence. C'est la libre concurrence. Et ce qui permet à des hommes d'affaires comme Dangote de créer beaucoup suffisamment de richesses, aller jusqu'à nous faire cette raffinerie qu'il a faite il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des gens aussi intelligents que Dangote au Bénin qui peuvent aller dans ce sens si les conditions sont créées. Aujourd'hui, les gens ont même peur de venir faire des affaires au Bénin. C'est toujours comme ça a changé, non? Ça a évolué, on voit de plus en plus de personnes venir dans le pays. Quand vous êtes un homme de réseau, vous pouvez vous permettre cela. Mais quand vous n'êtes pas dans le réseau et que vous vous hasardez à venir,
je ne crois pas que vous puissiez vous en sortir. Dans le climat actuel et dans la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Donc, c'est dommage. Alors que c'est le secteur qui devrait impérativement créer la richesse. L'autre secteur que j'avais pensé, que le président Talon allait, c'est une autre parenthèse, allait développer, j'avais cru qu'il allait conduire notre pays vers son industrialisation. On ne peut pas, moi je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui en pharmacie, pour 100 grammes de coton, qu'on paye plus de 1000 francs en pharmacie, et que nos paysans vendent le kilo de ce même coton à un prix dérisoire. Donc je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Que vous allez corriger. Et que bien évidemment, notre génération, au moment opportun, s'activera à mettre sur pied. Il y a beaucoup de choses. Le Bénin est encore un pays vierge. Tout est à refaire ici. Tout est à faire ici. Ce n'est pas que c'est à refaire, mais tout est à faire ici. Et nous devons impérativement nous unir et mettre de côté nos petites émotions, mettre de côté nos petites querelles intestines d'hier et penser à notre pays pour que cette fois-ci, on puisse, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on soit aujourd'hui de la mouvance ou de l'opposition, qu'on puisse, bien évidemment, travailler la main dans la main à lui redoubler son blason. Oui, mais comme le ministre Agbenonsi, d'autres ministres régaliens ont dû quitter l'équipe gouvernementale, alors que le président lui-même avait dit clairement qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Quand vous maintenez un homme à la tête d'un département ministériel, sur une période de 3 ans, la 4e année devient inutile. Quelles sont les études qui vous permettent de dire ça? Non, si vous l'avez si tant, changez le département. Oui, mais vous savez que dans notre pays... C'est la même équipe. Mais vous savez que dans notre pays, quand on change un ministre, pratiquement on change tout le cabinet. Ça remet en cause un certain nombre de choses. Si la volonté politique est de changer le ministre, il y aura des réajustements il y aura des réajustements au niveau de certains cabinets. Mais en réalité, ce sont tous de nos compatriotes. Il faut laisser la chance à d'autres personnes. Un ministre, par exemple, qui est là depuis bientôt 7 ans, plus de 7 ans, et si vous l'aimez trop, changez le département, permettez à un autre de venir. Pourquoi? Avec ces nouvelles idées et redynamiser un peu le secteur. Le ministre ne vient pas avec ses idées. Le ministre vient mettre en œuvre la politique gouvernementale, vient mettre en œuvre ce que le président décide. Pourquoi vous voulez qu'on change après 7 ans? Il y a toujours la touche de celui qui exécute, qui véritablement a son rôle dans tout le processus. Oui, mais on a vu les limites de ce que vous dites sous le président Boniaï, qui changeait les ministres régulièrement. Non, lui a fait trop. Comment? Quelle est la juste mesure? La juste mesure, vous nommez un ministre, il a un poste, 2 ans, 3 ans, vous pouvez le bouger. Oui, mais pourquoi? Mais vous soyez envoyé ailleurs. Ah, bah, scientifiquement, il n'y a rien qui permet de dire ce que vous dites. Non, ce que je dis n'est pas scientifique, c'est même propre à notre réalité chez nous. C'est propre à notre réalité. On ne peut pas être en train de garder quelqu'un à la tête d'un département ministériel pendant une période, pendant un mandat de 5 ans, et on recommence le mandat, et puis on garde. Non. Le poste ministériel, personne n'a été à l'école pour apprendre à être ministre. Le poste ministériel, ce n'est pas une profession en réalité. Ce n'est pas une profession. Donc, quand vous venez, vous servez votre pays, vous servez celui qui vous a fait confiance, vous partez, vous permettez à d'autres compatriotes de venir. Mais les changer chaque 6 mois aussi, c'est pas une bonne chose. Donc si vous prenez le pouvoir demain, c'est ce que vous allez faire? Oui, changer, mettre nos compatriotes, leur donner des feuilles de route avec des échéances de 2 ans, et vous faites un rapport général de votre action à la tête du département ministériel. Maintenant, vous pouvez être l'ami politique le plus fidèle. Si vous n'avez pas de résultat, il ne sert à rien de vous maintenir là. Il ne sert à rien de vous maintenir. Si on vous aime trop, on peut, même s'il le faut, vous envoyer ailleurs, mais si vous n'avez pas de résultat, on n'a pas besoin de vous maintenir. Est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment d'un partage de gâteau? Non, bon, justement, faites 2 ans, 3 ans, le partage de gâteau, c'est quand on veut maintenir coûte que coûte des gens qui n'apportent plus de résultats. Comment ils n'apportent plus de résultats? Bon. Où sont les résultats? Alors, on a maintenu qui n'apporte pas de résultats? Non, je ne rentrerai pas dans ce détail. J'ai mes amis parmi... Ah, donc vous ne voulez pas faire mal à vos amis? Non, donc je ne veux pas faire des procès d'intention, mais je dis que la logique voudrait si vous aimez trop la personne, et que vous... Parce qu'en réalité, il y a une erreur qui se commet. Le président qui a nommé peut être satisfait de ses collaborateurs, et en même temps, le peuple, lui, n'est pas satisfait. Satisfaction de qui? Le collaborateur doit rendre compte à qui? Pas au peuple. Je dis. Le collaborateur n'a pas été élu. Mais le collaborateur, il travaille pour qui? Celui qui rend compte, c'est celui qui a été élu. Il travaille pour qui?
Ben, pour celui qui l'a nommé. Et c'est à lui qu'il rend compte, ce n'est pas au peuple. Non. C'est un serviteur du peuple. D'abord de celui qui l'a nommé. Mais celui qui l'a nommé est aussi un serviteur du peuple. Mais c'est celui qui l'a nommé qui rend compte au peuple parce qu'il est l'élu du peuple. Maintenant, quand le peuple, forcément le dans les premiers pas du collaborateur, se rend compte que ses intérêts ne sont pas pris en compte, et bien évidemment, la boussole, c'est le peuple. Et on peut aisément constater que les conditions de vie de ses compatriotes ne sont pas en train de s'améliorer. Il ne sert à rien de garder à la tête d'un département ministériel quelqu'un pour plus de 7 ans. Moi, je pense que ce n'est pas bien. D'accord. Nous allons finir sur la nouvelle configuration de la Cour constitutionnelle. Vous l'avez suivi, Sabissira Korogodé. Cette Cour doit nous conduire aux élections présidentielles. Vous avez vu la configuration. Est-ce que cela vous met en confiance, vous, acteur politique, vous? Non, ça me renforce dans ce que j'ai dit à l'entame, que la 8e législature et la 9e, il n'y a aucune différence. Ben alors, comment vous voulez alors prendre le pouvoir en 2026 s'il n'y a pas de différence? Quand je disais tantôt qu'il faut contraindre le président Talon à respecter, à arrêter d'humilier le peuple, c'est de cela que je parle. On peut aller urgemment à une table de négociation et on s'entend. Aller dans des compromis politiques, je ne parle pas de compromission, des compromis politiques pour que tout le monde se sente à l'aise. Vous savez ce qui couvre. Je ne souhaite aucun mal à mon pays. Je n'ai jamais prôné la violence. Je ne le ferai d'ailleurs jamais. Mais ce qui couvre un peuple qui est fatigué, un peuple qui est capable de tout, et je ne souhaite à personne. Il faut absolument qu'on aille à la table de négociation, qu'on trouve un compromis politique qui permettra de garantir à tout le monde que 2026 ne ressemblera pas à 2021. Mais c'est cette Cour qui va proclamer les résultats définitifs. Et c'est pourquoi je parle de compromis politique, pour rassurer les uns et les autres que tout au long du processus, tout le monde a la garantie de ce que tout se passera bien. Et vous voulez vous asseoir avec qui autour de quelle table? Pour quel Celui résultat? qui a le pouvoir de cette initiative, c'est le président de la République, lui seul. Et vous l'avez dit tout le temps, mais il y a eu un dialogue. Après, on lui souhaite de revenir à de meilleurs sentiments, de sortir nos compatriotes en difficulté parce qu'eux-mêmes, c'est les acteurs clés du processus qui viennent pour qu'ensemble, qu'on s'asseye et qu'on discute pour sortir notre pays de la situation dans laquelle on est en train de la conduire. Mais de quelle situation? Le pays est stable. Bon, cette stabilité précaire, précaire dans laquelle nous sommes, ne garantit pas un lendemain meilleur. Oui. Il faut savoir lire entre les lignes. Et si la table ronde dont vous parlez n'a pas lieu, qu'est-ce qui va se passer? Si ça n'a pas lieu, bon, on va, comme l'a dit l'autre, aviser en son temps et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce qui est sûr, à la fin, c'est le peuple qui gagnera. D'accord. 2026, si loin. 2026 si proche, dans tous les cas de figure, que Dieu nous donne la force, la santé, l'énergie nécessaire pour être en vie et suivre ces événements qui vont précéder cette année importante de la vie politique du Bénin. Sabissira Korogodé, vous allez conclure notre entretien. Nous voulons de faire 52 minutes. Merci. Ensemble. Déjà, le temps passe très vite. Ça va vite. Merci encore une fois de plus à vous. Je vais profiter de votre canal pour lancer un appel solennel. Solennel à mes compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se réclament opposants aux mouvanciers, que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Bénin. Nous devons impérativement, et à ces compatriotes, impérativement, je leur dirai de venir, surtout à cette jeunesse, à sa jeunesse, pour qu'on essaie de voir. Aucun d'entre nous ne peut se prévaloir d'avoir la science infuse et nous pourra nous dire qui pourra lui tout seul apporter la solution. C'est du leurre. C'est du leurre et nous sommes dans une situation critique. Quand on regarde, nous avons des compatriotes toujours en difficulté là. Quand on regarde, il y en a qui sont hors du pays depuis des années. Nous devons impérativement faire en sorte que le vivre ensemble que nous avions, quand on était pauvres, c'est vrai, mais par la grâce de Dieu, on arrivait à vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble a disparu. Quand on lit sur les regards, on constate qu'il n'y a que misère, il n'y a que pauvreté. Nous devons impérativement nous tenir la main, et réfléchir ensemble, trouver la thérapie appropriée pour sortir notre pays de cette situation. Et j'appelle aussi nos gouvernants actuels
à véritablement reconsidérer leur position et à se sortir de leur bulle. Le peuple n'est pas du tout content d'eux. Le peuple n'est pas content d'eux, même si on essaie de faire un certain nombre de manipulations, le peuple n'est pas content d'eux. Nous souhaitons que le président Talon, comme il a souhaité, sorte par la grande porte et qu'il soit porté en triomphe. Il a encore 3 ans pour corriger beaucoup de choses. On lui souhaite de réussir à le faire. Nous, s'il est dans cette dynamique, le peuple tout entier l'accompagnera. L'accompagnera dans cette dynamique pour qu'il puisse véritablement nous sortir de la situation dans laquelle, depuis 2016, ils ont réussi à nous mettre, malgré nous. Merci beaucoup, M. Sabi Sira Korogone. Merci pour votre disponibilité. Encore une fois, vous nous avez accordé du temps pour aborder quelques sujets de l'actualité nationale. Vous avez parlé de votre parti, Mouvement Populaire de Libération, qui aujourd'hui, selon vos propres propos, est entre parenthèses, vivement sa résurrection pour des combats futurs. Vous avez parlé également avec nous des candidatures suscitées ça et là, de la nouvelle orientation diplomatique de notre pays, de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, aussi de la nouvelle configuration de la Cour constitutionnelle et enfin de la lutte contre la corruption avec tous les scandales qui ne cessent d'alimenter la polémique chaque jour que Dieu fait. Merci à chacun et à tous. Je vous retrouve, si tout va bien, dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt.